Bonsoir, bienvenue dans les débats de la présidentielle. Après une semaine d'une actualité dramatique et très lourde sur laquelle nous reviendrons dans la dernière partie de ce débat, eh bien ce soir nous nous intéressons à une question essentielle pour notre avenir. Quels sont les nouveaux modèles de croissance? Doit-on aller vers une économie verte? Peut-on réindustrialiser le pays? Et avec quelle organisation du travail? Voilà beaucoup de questions et deux invités pour y répondre. Bonsoir Nathalie Kosciusko-Morizet. Bonsoir. C'est vous qui êtes la porte-parole de la campagne de Nicolas Sarkozy. Et puis face à vous un autre porte-parole, Benoît Hamon, bonsoir également. Bonsoir. Vous êtes le porte-parole du Parti Socialiste. Et puis pour vous interroger, comme chaque semaine à mes côtés, Luc Bronner du journal Le Monde et Gilles Leclerc de Public Sénat. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Alors, Nathalie Kosciusko-Morizet, je vais d'abord me retourner vers vous. L'économie verte, on l'a entendu là, et souvent est présentée, et d'ailleurs par beaucoup de candidats dans cette campagne, comme l'un des moteurs de la croissance de demain. Selon vous, quelles sont les 2 ou 3 pistes qu'il faut vraiment développer dans les prochaines années, et ces pistes, ce sont précisément lesquelles ? D'abord, il faut se mettre d'accord sur ce qu'est l'économie verte. C'est pas forcément des secteurs particuliers. Bien sûr, il y a des secteurs en forte croissance du fait de l'importance des enjeux environnementaux, mais l'économie verte, c'est plutôt une façon d'aborder l'ensemble des questions économiques. Et pour moi, c'est organisé autour de 3 moteurs qui sont la sobriété de l'économie, sobriété énergétique, sobriété de la consommation en matières premières, alors que le coût de l'énergie va croissant, le coût du pétrole surtout explose et que le coût des matières premières est très très variable, donc sobriété. Le deuxième pilier, c'est la qualité. On a été en France à une époque les champions, les leaders de politique industrielle fondée sur la qualité. Aujourd'hui, ça revient en force. Construire, fabriquer des produits qui durent longtemps et des produits qui sont fondés autour du concept de qualité plutôt que du concept jetable. Aujourd'hui, c'est un nouveau moteur de croissance. Et puis, le dernier critère, c'est la proximité. Ça peut être la proximité d'approvisionnement, parce que ça coûte cher de transporter, parce que c'est une façon d'assurer ces circuits. Le circuit court, par exemple, en agriculture, dans l'alimentaire, où ça peut être la proximité au sens de l'identité. Avoir un produit qui a une identité forte, qui est lié à un terroir, qui a une image forte dans une économie mondialisée, c'est un gage, pour moi, de croissance, de cette nouvelle croissance-là. Alors là, vous présentez un programme très très global. Si on devait retenir une seule priorité pour les quelques années à venir, ce serait laquelle, rapidement ? On ne fonde pas toute la croissance autour d'une seule priorité. Je dirais que dans le triptyque que je disais, la sobriété est peut-être le plus important au sens où, pour les entreprises comme pour les particuliers, aujourd'hui, le coût de l'énergie, le coût des matières premières, c'est quelque chose de très important et qui va croissant. Et celui qui sait produire sobrement, il fait non seulement améliorer sa compétitivité, mais il développe aussi des techniques, des produits qu'il peut vendre au monde. Des techniques, des produits, donc l'économie chinoise, par de la exemple, je vous donne un exemple. L'économie chinoise, elle n'est pas très sobre. Elle est très économe en énergie, elle est très économe en flux de matières premières. C'est un problème qu'ils ont. On pourrait éventuellement, et puis on va donner la parole à Benoît Hamon, on pourrait éventuellement, si ce n'est concurrencer, en tout cas faire jeu égal avec les Chinois, en étant beaucoup plus sobre, plus intelligent dans la manière de produire. Pour moi, la manière d'être innovant et donc d'avoir une valeur ajoutée dans le monde contemporain, c'est de faire porter l'effort d'abord là. Alors, même question à Benoît Hamon, quelles sont pour vous les priorités en la matière? Et est-ce qu'il y a effectivement un véritable champ de l'économie verte, ou alors est-ce que c'est un rêve finalement? Non. Déjà, il faut dire ce qu'on veut en faisant de la croissance. Tout le monde est favorable, en tout cas pas tout le monde, mais la plupart des dirigeants politiques sont favorables à ce que cette économie fasse de la croissance. Donc elle grandisse et qu'on crée davantage de richesses. 0,7% cette année pour la France. Gilles Le Leclerc. gouvernement vient de réévaluer un petit peu. Donc l'essentiel, c'est de savoir quel est le contenu de cette croissance. Voilà. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, on sait que pour que notre économie ne détruise pas d'emplois, il faut arriver à 2% de croissance. En deçà, elle détruit de l'emploi et ça fait augmenter le chômage. Et c'est une des réalités aujourd'hui de l'économie européenne. Il faut pouvoir orienter, en tout cas, les choix macroéconomiques de façon à ce que, pour commencer, les choix politiques que l'on pourrait faire ici ne soient pas contredits par les choix que feraient nos voisins. Et la première question qu'il faut se poser, avant même d'imaginer si demain le secteur de l'économie verte et de la croissance verte pourrait prendre le relais d'une croissance qui est une croissance bien atone aujourd'hui, c'est d'abord d'éviter qu'on mette en place une politique générale d'austérité qui a ceci comme conséquence, c'est que si vous faites l'austérité chez vous, mais je tiens un mot,
C'est-à-dire que là, vous êtes en train de contourner la question de l'économie verte. Je vais dire, mais allez-y, et puis on va quand même y revenir juste si pour avoir votre réponse sur ce sujet. C'est que c'est très compliqué, si vous mettez en place l'austérité chez vous, et donc en clair, ni les entreprises n'ont les moyens d'investir, ni les ménages n'ont les moyens de consommer, mais si de surcroît l'austérité est mise en œuvre partout ailleurs, et donc que la consommation de vos voisins ne peut pas prendre le relais aujourd'hui de la baisse du pouvoir d'achat de vos propres ménages. Donc on a un problème déjà de politique macroéconomique au niveau européen et qui est central dès lors qu'on pose la question de la relance de la croissance. Sur la relance de la croissance, ce que nous considérons essentiel, c'est d'abord de redévelopper notre industrie. Alors c'est déjà ce qui est existant et de protéger ce qui est existant. Comment? En essayant aujourd'hui de lutter efficacement contre la concurrence déloyale d'un certain nombre de nos partenaires et rivaux. Je dis partenaires, pourquoi? Parce que c'est autant les États-Unis, la Corée, le Canada, que ça peut être la Chine, l'Inde qu'on montre souvent du doigt. Et donc il faut vis-à-vis de ces partenaires et commerciaux, exiger la réciprocité en matière de réglementation sur le plan commercial. Benoît Hamon, franchement, on vous entend, mais en matière d'économie verte, c'était quand même la question, et c'était un peu l'enjeu de ce que j'ai aussi demandé à Nathalie Kosciusko-Morizet. Ce qui est intéressant, c'est qu'on les puisse objectifs du Parti socialiste sont lesquels? C'est ça qu'on aimerait entendre et connaître. Et je continue. Nous protéger et d'autre part favoriser quoi? Grâce à ces protections, la relocalisation d'une partie des industries qui ont délocalisé leur outil de production. Pourquoi je dis cela? Parce que un des secteurs dans lequel, à l'évidence, nous avons vocation à développer un nouvel outil industriel et qui est un outil qui est à construire et qui est encore devant nous, c'est effectivement celui, un, des énergies renouvelables, deux, celui de la sobriété énergétique. Dans la sobriété énergétique, on pense à quoi? À la construction des logements et à la rénovation, la réhabilitation de notamment tous les logements anciens qui ont besoin d'être mieux isolés pour être en situation de réduire la facture d'électricité de ceux qui sont dedans. Or, aujourd'hui, dans ces domaines-là, l'immense avantage de ce secteur, c'est que ce sont des emplois non délocalisables, notamment dans le bâtiment, dans la construction, et des emplois sur lesquels on peut construire à la fois une stratégie de réduction du chômage, mais aussi une stratégie de création de valeur et donc de croissance. En la matière, d'un mot, le bilan du gouvernement, vous le qualifiez comment? C'est-à-dire qu'on sait que, par exemple, entre 2005 et 2010, les chiffres sont là, c'est-à-dire qu'on est passé de 9% à peu près d'énergie renouvelable à 13%, si je ne me trompe pas. C'est une avancée, c'est en même temps modeste comme chiffrage. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, reprenons le Grenelle. Moi, je pense que le Grenelle fixait des objectifs qui étaient des objectifs positifs, la plupart du temps réalisables, mais qu'une partie de ces objectifs n'ont pas été réalisés. Pourquoi? Pas en raison de la crise, mais parce que les artisans et les architectes du Grenelle ont fait face à quoi? Eh bien, la mobilisation de toute une série de lobbies industriels, énergétiques, financiers, agricoles parfois, qui ont détricoté des objectifs qui étaient des objectifs réalisables. C'est vrai dans le domaine de l'agriculture, où on se fixait que la part de l'agriculture bio soit à 6%, elle est à moins de 3%. C'est vrai dans le domaine au goût du jour. Je dis, c'est vrai dans le domaine des pesticides, où là encore les objectifs ont été largement revus à la baisse. C'est vrai dans le domaine du fret ferroviaire, où là encore on est aujourd'hui en augmentation. On aurait dû augmenter le fret ferroviaire et en réalité nous n'y sommes pas parvenus. Donc on voit aujourd'hui qu'il y a des objectifs qui étaient réalisables et qui n'ont pas pu être atteints. Alors, on va interroger Nathalie Kosciusko-Morizet pour savoir si effectivement vous vous êtes trouvé confronté à ces fameux lobbies et vous, quel bilan vous tirez? Selon Benoît Hamon, c'est assez moyen, c'est ce qu'on entend. Quelle est votre approche? La mise en œuvre d'une politique écologique, c'est toujours un défi. Mais les lobbies, c'est vrai? Toujours. Mais les lobbies, c'est des intérêts. Il y a des intérêts et des habitudes et on s'y heurte toujours quand on veut mener une politique environnementale puissante comme on l'a fait. Ça a été vrai quand la droite est au pouvoir, ça a été vrai quand la gauche est au pouvoir. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de transformer en profondeur le mode de production et de consommation. Donc c'est toujours difficile. Maintenant, ce qui est vrai, c'est qu'en matière d'écologie, il y a ceux qui disent et il y a ceux qui font. Et les grands mouvements sur l'écologie dans les dernières années dans ce pays, ça a été la charte constitutionnelle de l'environnement du temps de Chirac et le Grenelle de l'environnement sous la présidence de Nicolas Sarkozy. Concernant les objectifs du Grenelle, ils sont très ambitieux. La plupart d'entre eux, ils sont fixés sur des horizons 2015 ou 2020. Donc la question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, on est sur le bon chemin qu'on ne les ait pas atteints pour ceux qui sont fixés en 2020, c'est assez logique. Et moi, je suis prêt à prendre engagement par engagement, objectif par objectif, mesure par mesure. Il y a 268, il y a 268 mesures dans le Grenelle. Il y a quelques-unes des 268 mesures
qui ont souffert de la crise. Par exemple, sur la taxe carbone, c'était un engagement fort, non pas seulement du Grenelle de l'environnement, mais du pacte écologique de Nicolas Hulot. C'est un engagement qui a été tenu par Nicolas Sarkozy, contre une partie d'ailleurs de sa propre majorité. Cette promesse qui a été donc votée par la majorité, elle a été déférée au Conseil constitutionnel par les socialistes qui, eux, ne tenaient pas l'engagement qu'ils avaient pris à travers Ségolène Royal devant Nicolas Hulot. Et ce qui est vrai, c'est qu'une fois que le Conseil constitutionnel a eu cassé la chose, on n'a pas remis l'ouvrage sur le métier. Pourquoi? Parce qu'en période de crise, ça n'est pas apparu comme, disons, le plus urgent. Mais ce serait une erreur que de jeter le bébé avec l'eau du bain et que de penser que le Grenelle, c'était que la taxe carbone. C'est tout le contraire. Et je prends par exemple l'exemple de l'agriculture bio que citait Benoît Hamon. Allez-y sur l'agriculture bio. Il y a un objectif de 6% des terres en bio. Pour le moment, on ne l'a pas atteint. Mais depuis le début du Grenelle, c'est 50% d'acteurs dans le bio en plus à ce qu'il y avait avant. C'est-à-dire qu'il y a une forte croissance dans le bio et des objectifs qui ne sont pas encore atteints. Les deux sont vrais. Sur ce point, juste Nathalie Kosciusko-Morizet, une question qui est essentielle parce que c'est une question que beaucoup de gens se posent. Peut-on effectivement envisager une politique ambitieuse en matière d'énergie renouvelable si dans le même temps on ne prend pas des objectifs très précis en matière de nucléaire? Or, en matière de nucléaire, la politique avancée aujourd'hui et annoncée par Nicolas Sarkozy, c'est vraiment de poursuivre dans le programme nucléaire. Est-ce qu'on peut faire ça et en même temps imaginer qu'on puisse faire de véritables efforts en matière d'énergie renouvelable? Mais on prend des objectifs très précis Lesquels? En matière d'énergie renouvelable et de comparatif entre les énergies renouvelables et le nucléaire. Je vous donne les objectifs qui sont dans le Grenelle de l'environnement. Dans le Grenelle de l'environnement, il y a l'engagement pour 1 euro investi dans la recherche en matière de nucléaire, d'investir 1 euro dans les énergies alternatives. Aujourd'hui, cet engagement-là, il est tenu. Je peux vous le démontrer ligne par ligne. Avant, pour 1 euro investi dans le nucléaire, il y avait entre 1/10 et 1/5 investi dans les énergies renouvelables. Après, sur les énergies renouvelables, il y a un engagement en volume. On doit passer à 23% d'énergie renouvelable en 2020. On était à 9% avant le Grenelle de l'environnement. C'est une proportion stable parce qu'elle correspondait au grand barrage hydraulique. On est passé à 13% et on est sur le chemin. Je le voyais en train de sourire. Alors qu'est-ce qui vous fait sourire, Benoît Hamon? J'écoutais, je trouve que l'argumentation se défend, mais je n'ai pas exactement la même analyse que Nathalie Kosciusko-Morizet. Normal qu'elle défende le bilan du gouvernement et de Nicolas Sarkozy dans ce domaine-là. Nous pensons que pour être plus indépendant sur le plan énergétique, il faut pouvoir diversifier les sources d'énergie et qu'il faut pour cela baisser la part d'électricité liée au nucléaire civil et développer considérablement la part des énergies renouvelables dans la production d'électricité. C'est un des choix que nous ferons et qui nous amènera à reprendre le métier et là où hélas, Monsieur Borloo a abandonné, mais peut-être qu'il était sous pression, un certain nombre des objectifs du Grenelle, sur le photovoltaïque, sur l'éolien, où là, encore en matière d'éolien, on est très en retard par rapport aux objectifs qu'on s'était fixés. Et pour une raison assez simple, c'est qu'on fait des appels d'offres et que personne n'y répond, que sur le photovoltaïque, aujourd'hui, personne ne fait, qu'en France, personne ne fait de panneaux solaires. Hélas, pourquoi? Parce qu'on a fait un choix qui est de faire un moratoire sur le photovoltaïque. Là, non, mais d'accord. Ce que je veux juste vous dire, c'est que on peut au moins reconnaître que sur un certain nombre de dossiers, et c'est pas tant votre faute, Nathalie Kosciusko-Morizet, que le fait que vous n'avez pas obtenu ni l'arbitrage favorable de Nicolas Sarkozy, ni l'arbitrage de François Fillon, que ça arrive dans les gouvernements, et que vous avez, non mais, que je juste terminer là-dessus. Nathalie Kosciusko-Morizet. Énergie par énergie. Une réponse écoutez, tout ce qui a été dit là est faux. Sur le photovoltaïque et sur l'éolien. Voilà. Sur le photovoltaïque et sur l'éolien. Arrêtons-nous au photovoltaïque et à l'éolien. Dans le Grenelle de l'environnement, sur l'éolien, vous avez un engagement 19 gigawatts dans l'éolien terrestre, 6 gigawatts dans l'éolien en mer. Sur les 6 gigawatts dans l'éolien en mer, il y a 3 gigawatts qui sont en appel d'offres. Les 3 gigawatts suivants vont être lancés et le résultat des appels d'offres sera rendu, et le résultat, c'est un horizon 2020, et le résultat des appels d'offres sera rendu début avril, donc avant l'élection présidentielle. Ça permet la création d'une filière industrielle avec quand même 10 000 emplois, des emplois en usine sur toute la façade ouest de la France. Je vous assure que là-bas, ils sont moins sceptiques que Benoît Hamon. Sur l'éolien à terre, on est sur le rythme qui permet d'atteindre les 19 gigawatts en 2020. Ce qui est vrai, c'est que sur l'éolien à terre, on avait pris du retard pour toutes sortes de mauvaises raisons. C'était avant le Grenelle de l'environnement. Du retard, non pas sur la puissance tellement, mais sur la capacité de fabrication en France. Parce qu'il ne faut pas que l'énergie renouvelable soit seulement de la puissance, il faut que ce soit des emplois. Il faut que ce soit des usines. Et c'est la raison pour laquelle, en matière de photovoltaïque, on a changé
comme tous les autres pays d'Europe, le système de soutien, parce qu'on était seulement sur les tarifs de rachat, et les panneaux, on les importait. Et donc on a changé notre dispositif, on a mis en place notamment des appels d'offres. Dans le photovoltaïque vous reprochent d'avoir changé comme ça les règles du jeu. Je suis d'accord, je comprends très bien leur point de vue, mais ils étaient dans l'installation, et essentiellement dans l'installation de panneaux importés. On a changé les règles du jeu pour pouvoir être dans la fabrication. Et c'est la raison pour laquelle aussi Nicolas Sarkozy s'est tellement engagé dans le sauvetage de Photowatt. Non, Benoît Hamon, c'est faux qu'il n'y ait pas de panneaux fabriqués en France aujourd'hui. Il y en a chez Photowatt, et Photowatt est aujourd'hui sauvé. D'un mot, le soleillement en moins, l'Allemagne fait 16 fois plus en matière de photovoltaïque. Et elle vient de tout réduire. Oui, non, mais fin, point final. Parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle avait de moins en moins sauf qu'ils ont un avantage et de plus en plus d'importations. On ne va pas parler l'un par-dessus l'autre, sauf qu'ils ont aujourd'hui un avantage économique et technologique, et nous avons pris du retard en raison de vos choix. Alors, mais voilà, c'est la réalité. Vous savez quel est le coût de l'énergie en Allemagne? Vous savez quel est le coût de l'électricité en Allemagne, Benoît Hamon? C'est combien plus qu'en France? Quand on vous reconnaît aujourd'hui d'avoir pris un acte important, le Grenelle de l'environnement, et moi je le mets à votre crédit, c'est un des points sur lesquels vous avez bien fait, bien travaillé. Eh bien, reconnaissez qu'au milieu, d'abord, vous n'avez pas été toujours soutenu par votre propre majorité, y compris le président de la République, et qu'un certain nombre des objectifs que vous avez fixés sont largement en décalage avec les résultats. Attendez, le Grenelle de l'environnement est un... Non, il ne faut pas laisser dire ça. Le Grenelle de l'environnement, c'est un engagement du président de la République, et il a systématiquement tenu les engagements, y compris parfois quand c'était dans des situations de tension vis-à-vis de sa propre majorité, comme la taxe carbone. Écoutez maintenant, un autre témoignage, une autre opinion, c'est celle de quelqu'un qui est très proche du Front de gauche, un soutien du Front de gauche. Il s'agit de Jacques Généreux et on l'écoute au micro de Lucie Akoun. Nous sommes, avec le Front de gauche, le seul projet qui dit non à l'austérité et qui prône une sortie de crise par la relance de l'activité et de l'emploi. Alors nous ne disons pas délibérément justement par la croissance, c'est la relance de l'activité et de l'emploi. Mais pas n'importe quelle activité, n'importe quel emploi. Et la clé de notre projet de sortie de crise et de progrès, c'est ce qu'on appelle la planification écologique. C'est-à-dire la mise en œuvre d'un véritable plan quinquennal et renouvelé à chaque législature, voté par le Parlement à l'issue d'un débat public, et qui prévoit la reconversion écologique, par exemple, de notre agriculture, la reconversion écologique de nos modes de production, le développement des ressources d'énergie renouvelables, le développement des transports collectifs gratuits, du ferroroutage, la remise aux normes écologiques de l'habitat ancien, bref, toute une série de grands chantiers qui, en effet, une fois mis en place, sont une source de développement de l'activité et de l'emploi extraordinaire. Donc on peut assurer le plein emploi et la pleine activité, mais qui ne passe pas par la croissance indifférenciée des productions et des consommations, par un choix sélectif des secteurs à développer. Et à long terme, qui vont permettre aussi d'inviter à une réduction, en revanche, des consommations excessives, des gaspillages, de la consommation inutile, de la surconsommation inutile dans laquelle sont piégés aujourd'hui les individus et les consommateurs. C'est dans une société justement qui les invite en permanence à compenser le déficit de bien vivre, le déficit de liens sociaux, le déficit de qualité de travail, de qualité des conditions de vie, par une fuite en avant, une anesthésie dans la consommation, dans le rêve consumériste. Réduction de la consommation, on entend chez Jacques Généreux une autre approche de la consommation, donc de la production aussi, et peut-être tout simplement une autre manière d'envisager le travail. Et sur ce point, question de Luc Bronner du Monde. Nathalie Kosciusko-Morizet, une des propositions fortes de Nicolas Sarkozy consiste à démonter les 35 heures en procédant à des accords entreprise par entreprise. Est-ce que vous ne craignez pas un développement des inégalités très fort entre entreprises et entre salariés ? Non, parce que c'est une réalité que le travail, l'appréhension du temps de travail, elle n'est pas la même selon les secteurs. Mais je voudrais faire écho à ce que disait Jacques Généreux. Moi, je peux adhérer à ce qu'il dit à la fin. Et Nicolas Sarkozy, à sa manière, le dit aussi. On a construit trop longtemps nos politiques en Europe autour de l'idée. Sarkozy, d'accord avec Jacques Généreux, ça c'est. Bah oui, non mais attendez, mais je vous développe. On a construit trop longtemps nos politiques en Europe autour de l'idée qu'on était des consommateurs et avant tout des consommateurs. Mais un jour, on ne pourra plus rien consommer à ce rythme-là, parce qu'il faut se poser la question de ce qu'on fabrique. Il faut qu'on soit des travailleurs avant d'être des consommateurs. Et donc nos politiques, et notamment nos politiques européennes, doivent être réorganisées. Et l'organisation du travail, Luc ?
Jusqu'où il faut aller dans l'évolution du droit en matière de temps de travail? Ce que propose Nicolas Sarkozy, c'est ce qu'on appelle les accords compétitivité-emploi. C'est quelque chose qui s'est fait en fait en Allemagne. Ça fonctionne comme ça en Allemagne. C'est l'idée que dans chaque branche, dans chaque entreprise, on doit pouvoir travailler, pouvoir discuter de l'organisation du travail qui convient le mieux finalement à ce secteur et à ceux qui travaillent. C'est la fin de règles nationales sur la question du droit de travail. C'est un assouplissement de certains carcans qui ont beaucoup nui à la compétitivité en France. On se traîne les 35 heures depuis des années. On les a assouplis à travers la défiscalisation des heures supplémentaires sur laquelle François Hollande veut revenir. C'est une façon d'aller un pas plus loin. Il faut aller jusque dans la baisse des salaires? Ah mais c'est pas du tout la baisse des salaires, c'est pas du tout ça. Dans certains cas, ça peut être un échange de salaire contre emploi. Si vous voulez, la pire baisse des salaires, c'est d'être au chômage quand même. La pire baisse des salaires, c'est quand on a oublié qu'on devait être des fabricants, qu'on a oublié qu'on devait avoir une industrie, qu'on a oublié que tout ça c'était fondé sur la compétitivité, qu'on pense que l'emploi ça se décrète et finalement on se retrouve avec tout le monde qui est perdant. Le carcan des 35 heures, Benoît Hamon, on va laisser Benoît Hamon répondre sur ce thème. Non, mais moi je suis d'accord avec Nathalie Kosciusko-Morizet sur un point. C'est vrai que la pire baisse des salaires, c'est le chômage, c'est ce qu'on parle d'emploi. C'est pour ça qu'on peut se demander pourquoi vous avez subventionné les heures supplémentaires plutôt que d'aider à la création d'emplois et à lutter contre le chômage. Premier point. Deuxièmement, sur la catastrophe qui consisterait à ce que la durée du travail relève d'accords d'entreprise, d'accords de branche et plus de la loi. Pourquoi catastrophe ? Mais pourquoi ? D'abord parce que ça pose la question du seuil de déclenchement des heures supplémentaires. Deux, ça suppose qu'entreprise par entreprise, vous ayez les conditions d'une négociation sociale qui permettent de discuter sereinement entre les employeurs et les employés de ces questions-là. Or, on est aujourd'hui dans quelle situation ? Dans beaucoup d'entreprises, en raison du chômage de masse, il y a beaucoup d'employeurs qui négocient comment ? Avec l'argument de ceux qui frappent à la porte pour justifier que ceux qui sont dans l'entreprise concèdent ou une baisse du coût du travail, ou une baisse des salaires, ou une augmentation des temps de travail. Il y a aujourd'hui, et c'est un des drames des 10 dernières années, une explosion des risques psychosociaux dans les entreprises, qui sont liés au nouveau mode de management par le stress, et ce qu'on appelle le management par la performance, et qui amène à ce qu'il y ait un développement de toute une série de pathologies nouvelles liées à la souffrance au travail, en plus de celles qu'on connaissait, qui étaient liées aux tâches récurrentes, aux travaux exposés, au fait de porter des charges. Ça appellera évidemment à ce que la négociation sociale demain pose la question de la pénibilité, de la prise en compte de la pénibilité dans le calcul des points retraite et dans le fait qu'un trimestre travaillé dans certains métiers puisse valoir 1,2 trimestres cotisés, par exemple. Mais au-delà de ça, sur la question de la souffrance au travail, c'est une des grandes questions contemporaines. Et notre réflexe vis-à-vis de ça, c'est de dire que la protection, la loi protège. Non, mais la croissance pour une industrie qui serait de nouveau compétitive. Est-ce qu'on peut imaginer, parce que c'est quand même le thème du débat, et c'était aussi la question de Luc Bronner, est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait un développement, un assouplissement et un développement du temps partiel? Très précisément sur cette question. Attendez, vous êtes en train de nous expliquer quoi? Ah non, mais je pose une question. Si. Bah, votre question, non, mais elle pose un diagnostic. Vous m'expliquez que pour relancer l'économie, il faudrait donc faire du temps partiel ou réduire le coût du travail. C'est une question qui peut se poser. Non, mais moi, je vous réponds, et ce qui est notre réponse, c'est que plutôt aujourd'hui que de toujours regarder le coût du travail, ne peut-on pas, une minute, se pencher sur ce qu'est le coût du capital, c'est-à-dire l'exigence posée par les actionnaires de retour sur investissement. Cette exigence a explosé dans les 20 dernières années. La distribution des dividendes a elle-même explosé dans la répartition de la richesse par les entreprises. Et si nous n'avions pas des retours sur investissement aussi, contre-productifs sur le plan économique, nous n'aurions pas aujourd'hui une telle pression sur le coût du travail. Ce qui nous amène, nous, à poser la question de la répartition des richesses et de la fiscalité différemment, avec une volonté d'aligner les prélèvements sur le capital sur ceux du travail. Pourquoi ? Parce que nous considérons aujourd'hui que ce coût du capital dans l'entreprise, amène à ce qu'on ferme des usines, ferme des sites profitables. Quand ils sont à la possession d'un certain nombre de fonds de pension qui ne regardent plus si les sites gagnent de l'argent, mais si ces sites leur permettent d'avoir un retour sur investissement suffisant, c'est là une logique qui est une logique économique tout à fait. Et puis on passera à la dernière partie du débat, mais d'abord la dernière question. Question à tous les deux. Est-ce que, en temps de crise et pour retrouver des marges de compétitivité, donc de croissance, est-ce qu'on peut s'interdire de toucher au licenciement ou aux façons de licencier? C'est une réforme qui est en train de proposer en ce moment Mario Monti en Italie. Est-ce que le Code du travail doit être réformé pour justement trouver des marges supplémentaires sur cette question sur le Code du travail? On y touche ou pas? Au droit de licenciement. Pour moi, les accords compétitivité-emploi, la négociation
dans les branches va dans la bonne direction et remplit en fait assez largement la question de l'assouplissement. L'autre sujet dont on parle trop peu... Mais vous êtes pour l'assouplissement? L'autre sujet dont on parle trop peu, pour les accords compétitivité-emploi, oui. L'autre sujet dont on parle trop peu, c'est le coût du travail. Et là, il y a quand même deux différences très nettes entre le projet de Nicolas Sarkozy et le projet de François Hollande. Pour Nicolas Sarkozy, baisse des charges patronales, baisse des cotisations salariales. Pour François Hollande, impôt tout azimut. Et notamment, pour revenir en arrière sur la réforme des 35 heures, la réforme de la retraite, je veux dire, pardon, augmentation des charges patronales et augmentation des cotisations salariales, 0,1% par an au moins, c'est-à-dire 0,5% en fin de quinquennat. Là, il y a une réalité, il y a une vision très différente de ce que c'est que le travail. Non mais c'est amusant de la part de Mme Kosciusko-Morizet qui défend l'augmentation de la TVA pour tous, de s'entendre dire qu'on veut augmenter les impôts. Pour baisser les charges patronales. Non mais vous voulez augmenter la TVA. Je veux juste dire derrière, ça pèse sur l'emploi. Nous on veut plus d'emplois, vous voulez le taxer. Sur la question que vous avez posée et à laquelle n'a pas répondu Nathalie Kosciusko-Morizet sur les licenciements. Savez-vous qu'il y a des entreprises aujourd'hui, et pas des petites, qui ferment des sites, qui sont des sites rentables, mais s'opposent à des projets de reprise. S'oppose à des projets de reprise parce que le projet de reprise pourrait être fait par un concurrent. Cela existe et il y a plusieurs sites qui sont concernés en France. La question est de savoir aujourd'hui comment est-ce qu'on fait quand aujourd'hui la fermeture de site va contre l'intérêt de l'entreprise elle-même parce qu'il y a une logique financière. Nous proposons deux choses. Outre qu'il faudra renchérir le coût de licenciement pour qu'il soit vraiment dissuasif dans ces cas-là, mais donner la possibilité aux salariés et à leurs représentants de saisir un tribunal de grande instance pour obliger dès lors qu'une entreprise veut se débarrasser d'un de ses sites, eh bien qu'elle soit obligée d'accepter le repreneur. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Vous pensez que l'industrialisation, ça se décrète? Tous les deux, s'il vous plaît, il ne nous reste que 8 à 9 minutes dans ce débat et c'est maintenant l'heure des questions d'actualité. Et la règle de ces questions d'actualité, ce sont des questions brèves et des réponses très brèves, s'il vous plaît. Première question de Gilles Leclerc de Public Sénat. Benoît Hamon, est-ce que vous considérez qu'à partir de maintenant, il y a une autre campagne qui est en train de démarrer, électorale, compte tenu des événements que nous avons connus à Toulouse ces dernières heures? Et si oui, sur quel ton votre candidat doit-il, je dirais, terminer la campagne? Nous allons continuer à développer les thèmes qui étaient les nôtres depuis le début. Les problèmes des Français n'ont pas changé en matière de santé, d'école, d'emploi, de pouvoir d'achat, en raison de ce qui s'est passé et du drame de Toulouse. Cela étant dit, le drame de Toulouse, il interroge sur quoi? Il interroge sur le fonctionnement du renseignement, il interroge sur la réalité aujourd'hui de la circulation des armes, et notamment des armes de guerre dans notre pays, sur la réalité d'un certain nombre de jeunes Français qui font la guerre à d'autres Français, sur le territoire français, au point même d'aller tuer des enfants. Ce qui a été attaqué, c'est quoi? À travers des militaires, mais aussi à travers des enfants. C'est aussi la République. La République à travers son armée, à travers son école. Et ce qui est... Et la souffrance qu'on ressent tous à partir de ce drame-là, qui est celui du drame des familles qui ont perdu un enfant ou un parent, c'est aussi de voir que la République est aussi ainsi aujourd'hui attaquée et qui appelle des réponses qui sont des réponses de grande fermeté. Donc nous en parlerons avec les convictions qui sont celles des femmes et des hommes de gauche, qui ne sont pas celles de la droite. Par exemple, dans la surveillance, par exemple, de ce terrorisme. Écoutez, plutôt que de faire de la polémique, regardons ce qui se serait passé dans un pays comme les États-Unis devant une situation comme celle-là, qui est un pays qui a des contre-pouvoirs et qui a des contre-pouvoirs qui, à la différence des nôtres, fonctionnent plutôt bien. Eh bien, il y aurait eu, là où on constate qu'il y a peut-être des failles, comme le dit Alain Juppé, eh bien, une enquête, et une enquête transparente, pour voir dans quelles conditions quelqu'un qui est surveillé peut, malgré le fait qu'il est surveillé, se voir l'objet de 2 plaintes d'une femme parce qu'il aurait séquestré un enfant pour un jeune ou un mineur pour lui apprendre le djihad sans que ces plaintes donnent et de suite, qu'il puisse accumuler autant d'armes. Ça veut dire que vous demandez une enquête sur l'enquête, si j'ose dire? Je pense que, indépendamment, et ce serait mieux si nous n'étions pas en campagne présidentielle, honnêtement, pour parler de tout cela, mais indépendamment, si nous n'étions pas en campagne présidentielle, j'aurais dit la même chose, que face à une situation comme celle-là, oui, qu'on se pose des questions sur les conditions dans lesquelles le renseignement suit, identifie et ne parvient pas à un moment à faire face à cette situation exceptionnelle de crise, oui, cela mérite que l'on y regarde de plus près. Par le biais d'une enquête administrative? Ça peut être, le Parlement peut entendre les acteurs du renseignement, mais clairement les services du ministère de l'Intérieur ont à répondre de ce qui s'est passé. Ils ne sont pas sur la sellette, mais des questions se posent. Elles sont posées par tous les journalistes aujourd'hui qui font leur travail, par beaucoup d'experts en sécurité. Et je mets de côté les polémiques, y compris dans ce qu'elles peuvent avoir dans toutes les familles politiques de dérapage, parce qu'elles sont
détestable. Et je le dis, mais une fois que j'ai dit cela, je pense que ces questions-là, pour quiconque se préoccupe de la sécurité, poser une question à Nathalie Kosciusko-Morizet. On le sait, Mohamed Merah s'est rendu en Afghanistan, au Pakistan, mais aussi, et c'est ce que révèle Bernard Squarcini aujourd'hui, dans des pays comme le Liban, la Syrie, en Israël. Il était repéré par les services de renseignement depuis novembre 2010. Est-ce qu'il n'y a pas eu un accident industriel du renseignement français? D'abord, moi, je suis choquée que les uns et les autres courent si vite à la critique. Toutes les questions sont légitimes, on est bien d'accord. Mais courent si vite à la critique des services, à la critique de ceux qui ont agi. Oui, mais je réagis aussi à la suite de ce qu'a dit Benoît Hamon, avant tout simplement que de prendre le temps de féliciter tous ceux qui ont agi, et dont certains qui ont mis quand même leur vie en jeu pour aller chercher le tueur chez lui et pour le déloger. Alors, y a-t-il une faille dans l'organisation et le suivi des services de renseignement? Je crois qu'il y a quelque chose toutes les questions, encore une fois, peuvent être posées et elles sont légitimes. Mais enfin, il faut malgré tout se souvenir que cette personne qui était fichée, qui avait été convoquée, ne manifestait aucune activité illégale, illicite, et aucune appartenance à un groupe, aujourd'hui, qui puisse être considéré lui-même comme engagé dans une action terroriste. Et c'est la raison pour laquelle Nicolas Sarkozy propose aujourd'hui d'aller plus loin pour pouvoir faire face en fait à ce genre de parcours solitaire de gens qui ne sont pas inscrits dans un groupe terroriste et qui à un moment malgré tout, une évolution qui est connue dans tous les pays européens de jeunes loups solitaires, comme on les présente souvent. Oui, justement, c'est la raison pour laquelle Nicolas Sarkozy propose qu'on puisse aller plus loin dans un certain nombre de sanctions pénales et par exemple aujourd'hui sanctionner le fait de consulter de manière habituelle un site à contenu d'endoctrinement terroriste ou de sanctionner le simple fait de participer à des réunions, à un endoctrinement terroriste sans que ce soit encore considéré comme un engagement dans une manœuvre terroriste. Parce que c'est ça cette zone grise dans laquelle était ce Mohamed Merah qui aujourd'hui n'est pas sanctionné pénalement. Favorable ou pas aux mesures proposées, annoncées d'ailleurs par le chef de l'État, en particulier la consultation d'un certain nombre de sites internet. Je comprends que Mme Kosciusko-Morizet n'ait pas le droit de nous dire qu'il y a eu des failles et qu'il faudrait en discuter. Elle n'a pas le droit. Vous savez qu'il y a eu des non, failles, mais je pense que quand le ministre des Affaires étrangères, qui a une petite expérience dans ce domaine-là, identifie qu'il y a sans doute eu des failles, il le redit 3 fois. Il pose la question. D'accord. Bah, oui, mais comme vous, moi, comme les journalistes, comme chacun. Vous dites il y a eu des failles. Vous, comme porte-parole, vous n'avez pas le droit de le dire. Je comprends. J'ai le droit de dire tout ce que je veux, Benoît Hamon. Vous n'avez pas le droit de le dire. Aujourd'hui, je comprends qu'il y a des éléments que vous soyez contrainte dans votre parole. Mais je m'interdis en revanche à titre personnel de dire des choses que je ne sais pas. Je suis resté volontairement très prudent, parce que je pense que ces questions sont sérieuses et qu'elles sont graves. Et ce que je dis, c'est qu'avant de poser la question de l'accès à Internet et de ces sites qui font l'apologie du terrorisme et qu'on connaît parfaitement, c'est que avant se pose la question de la circulation des armes de guerre en France et du fait qu'on puisse être surveillé, qu'on a pu avoir un parcours où on a identifié des visites au Pakistan, au Liban, en Syrie, en Afghanistan, qu'on soit interdit, en l'occurrence pour Mohamed Merah, de voyage aux États-Unis sur les lignes aériennes. Donc quelqu'un qui avait un passé réel et que aujourd'hui il ait pu échapper et ça, je vais vous dire, le risque zéro n'existe pas. Et je vous rejoins sur une chose, moi je ne demande pas aux renseignements qui nous garantissent, parce que c'est impossible, que demain il ne pourra pas y avoir. Il y a eu ce qui ressemble à des failles quand on vous entend. Il y a à revoir peut-être, et je ne suis pas, j'ai pas la compétence pour vous le dire, je ne suis pas un expert en sécurité, mais je pense qu'il y a peut-être eu, au regard de ce que beaucoup d'experts disent, beaucoup d'experts du renseignement, beaucoup d'experts de la police, des failles dans l'identification après le meurtre des militaires de Mohamed Merah. Si elles ont eu lieu, mettons-les sur la table, que les experts en parlent pour essayer d'éviter que demain ça se reproduise. Je pense qu'il faut juste améliorer le système. Juste un mot là-dessus. Mohamed Merah, après le meurtre des militaires, l'assassinat, il a été identifié par le croisement de fichiers et d'enquêtes sur Internet, d'enquêtes sur les adresses de connexion. Les socialistes se sont systématiquement, bon, je lis la presse tout simplement, les socialistes se sont systématiquement opposés pendant ces 5 dernières années, lors du vote, ils ont voté contre à toutes les lois qui portaient sur des fichiers ou qui portaient sur du contrôle de ce qui se passe en matière de connexion Internet. Systématiquement. Mohamed Merah a été identifié à travers 2 outils et le croisement de 2 outils auxquels ils sont opposés.
Donc maintenant, on peut porter tous les discours qu'on veut. Il y a quand même du côté du Parti socialiste un sérieux problème de crédibilité en matière de sécurité et de lutte antiterroriste. Alors on a entendu Écoutez, Benoît Hamon d'un mot juste ça, sur la mesure préconisée par le chef de l'État. Vous êtes pour ou vous êtes contre ces interdictions, cette pénalisation de consulter des sites internet sur ce point? Je termine d'un mot. Je trouve ça consternant et triste que de la part d'une ministre et pourquoi vous du répondez pas à gouvernement, la mais je question? vais vous répondre à vous, consternant et triste que sur ces questions-là, alors qu'on vient de connaître cela, que honnêtement, ça appelle à la modestie, y compris ceux qui gouvernent aujourd'hui, ce genre de drame, eh bien que vous en soyez à faire de la polémique sur les questions de sécurité pour le Parti socialiste. Mais c'est faire de la polémique que dire que vous votez aucune des lois sur le sujet. À ma connaissance, enfin, vous avez passé factuel, 5 Benoît lois sur les questions de sécurité et j'observe que ces lois, polémique de dire que vous les avez pas votées. Benoît Hamon, Nathalie Kosciusko-Morizet, mais il faut en mesurer l'efficacité, hélas. C'est terminé et ce sera le mot de la fin. Et l'on se retrouve dans une semaine pour un nouveau débat de la présidentielle.